Ok. Donc, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette seconde partie de la dernière session du colloque Intersoc, qui portera sur la communication et la perception des risques naturels, et au cours de laquelle nous aurons le plaisir d'écouter les interventions d'Alban Benoît-Hambourg et de Flora Mecqui. Alors, pour la première communication, nous allons écouter l'intervention d'Alban Benoît-Hambourg qui s'intitule « Survivre et protéger, projection et réception du risque naturel dans la licence vidéoludique ZETAI ». Alban est doctorant à l'école du Louvre et va donc nous parler de la communication et de la perception de plusieurs risques naturels évoqués dans cette série vidéoludique. Donc je lui laisse la parole s'il est prêt à intervenir. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, il me semble. Ok. Alors, je vais passer sur le PowerPoint ici, normalement. Le bac de partage, normalement, il est là. Là, je peux pas t'aider. Bureau, fenêtre. Et ça doit être écran numéro 1, je pense. Ah oui, et elle est là, ta communication. Survivre, tac. Et plein écran. Ici. Ouais. Hop. Normalement, on est bon. Ouais. Bon. C'est parti. D'abord, merci à tous de m'avoir accueilli au sein de ce colloque, donc sur le comité effectivement scientifique et organisationnel. Je suis ravi de malheureusement pas vous voir en réel, mais je suis ravi de vous rencontrer tous. Alors, le risque naturel représente un leitmotiv fictionnel foisonnant dans la création littéraire depuis ses origines, suivi rapidement par la production plastique jusqu'au cinéma aujourd'hui. Par sa capacité d'action, dans la mise en scène et l'impact émotionnel qu'il nourrit, ce motif visuel, scénique et symbolique pourrait apparaître comme un excellent soubassement d'écriture et d'interaction pour le jeu vidéo. Malgré cela, si le genre du survival horror a trouvé ses lettres de noblesse, suivant l'évolution des codes du cinéma d'horreur en quelque sorte, le jeu vidéo qui exploiterait le risque naturel, la catastrophe et ses conséquences ne présente pas un corpus très important, contrairement à une certaine vogue d'un cinéma catastrophe depuis plusieurs dizaines d'années. Un contexte particulier entourant la commercialisation, la critique et la réception de certains noms du genre qui serait un disaster game en quelque sorte, a quelque peu en fait saboté l'émergence et la réflexion autour des possibilités même d'un tel genre. Notons tout de même des titres tels que Disaster Day of Crisis, Hydrophobia ou encore The Long Dark, qui sont des jeux qui montrent un succès commercial et critique qui n'a pas suivi l'engouement que de nombreux films depuis les années 1970 ont pu bénéficier. Que ce soit du film de George Seaton, Airport en 1970, jusqu'à même Titanic de James Cameron d'une certaine façon, et plus récemment les nombreuses réécritures de Godzilla. Le disaster movie trouve toujours son public aujourd'hui, mais l'absence d'un titre ou d'une naissance faisant date du côté du jeu vidéo, et surtout à l'échelle transnationale, semble garder le jeu catastrophe, entre guillemets, dans une production dite de niche, même si Death Stranding, qu'on a pu aborder hier, tendrait à changer peut-être un petit peu les choses, et il faudrait voir ça effectivement dans quelques années. La licence, alors c'est Zetai Zetsume Toshi, le titre a croppé un peu la chose, mais c'est pas grave, et qu'on peut traduire rapidement par La Cité désespérée, débute en 2002 sur PlayStation 2. Développé par le studio Irem, les deux premiers jeux sont exportés en Occident, mais leur faible succès amènera le troisième à être proposé uniquement aux joueurs nippons. Le quatrième jeu, intitulé Summer Memories, et développé par le studio Granzella, sort en 2018 et fut finalement disponible à l'étranger en 2020. Les 4 opus se fondent sur un synopsis similaire. Un jeune citoyen japonais ou une jeune citoyenne japonaise doit survivre en fuyant une ville dépeinte comme extrêmement moderne et sécuritaire après un violent séisme. Menacé par les destructions urbaines, l'avatar du joueur doit alors avancer en gérant ses ressources et certaines constantes vitales afin de fuir la catastrophe et peut-être découvrir les raisons qui entraînèrent un tel chaos. Malgré ce synopsis succinct similaire, le gameplay va évoluer et s'enrichir au fil des jeux, au point que le contexte de risque naturel, s'il engendre un discours plus ou moins analogue, invoque des mécaniques de jouabilité qui ne seront pas les mêmes afin d'accéder à ce discours. Il s'agira donc moins d'interroger uniquement la représentation des risques naturels dans cette communication, mais des discours qui en résultent. D'abord ceux des personnages au sein du jeu et qui doivent s'y confronter, ensuite ceux des développeurs qui guident vers un questionnement de ces événements et des épreuves proposées aux joueurs, et enfin des joueurs eux-mêmes dans la réception et l'appropriation du gameplay qui leur est offert. Cette licence s'inscrit évidemment dans une société familière de ce type d'actualité. Des discours politiques qui en découlent, puisque la série fut d'ailleurs créée en mémoire de la mort d'amis des créateurs dans les séismes de Kobe en 1995, et des réactions populaires à ces mêmes discours.
Le contexte d'appropriation de la licence est d'autant plus éloquent lorsque celle-ci permet d'interroger justement la désinformation de la population au sujet du risque naturel et de sa sécurité face à lui. Cette étude pourra à la fois analyser dans un premier temps les éléments plus attachés à la mise en scène du risque naturel comme sous-bassement premier d'un cadre ludique, avant de considérer les mécaniques de jeu invoquées dans ce contexte afin de conduire à son dénouement, ou comment en gros des ressorts divers vont servir une aventure vidéoludique à la frontière entre différents genres vidéoludiques déjà existants. Nous pourrons enfin interroger la réception et l'impact de la licence en tant qu'œuvre fictionnelle, mais aussi comme relais médiatique d'une réalité tangible, au Japon, mais aussi plus largement. Celui du risque naturel, mais surtout des discours et des actions politiques qui l'entourent, ainsi que leur incidence durable d'un point de vue social comme intime. Donc, je commencerai d'abord en évoquant le cadre de jeu et qui met en avant effectivement l'idée de géographie et d'espace qui est donc le défi du jeu et effectivement la menace globale d'interaction avec le jeu. Le premier jeu se concentre véritablement sur les conséquences de chocs sismiques et un gameplay plus proche des mécaniques du survival horror. La proposition du studio va évoluer au fil des jeux avec déjà une jouabilité qui sera différente pour les 6 personnages jouables au cours du deuxième opus, qui doivent échapper cette fois-ci à la submersion de leur ville. Le troisième jeu se concentrera pour sa part sur des incendies, urbains à nouveau, succédant toujours à un séisme. La dernière œuvre met à nouveau en scène un violent tremblement de terre, avec les conséquences de celui-ci sur une temporalité plus longue, d'1 semaine, et dont les sursauts déclencheront l'inondation de bâtiments ou l'incendie de quartier comme différents niveaux dans lesquels le gameplay se distinguera quelque peu. Ce développement dans l'écriture narrative et de jouabilité au fil des jeux part malgré tout toujours du même postulat, celui d'une ville contemporaine décrite comme extrêmement moderne et sûre, dont le projet est d'assurer un modèle de développement et de bonheur à la population. Bien évidemment, les événements de la nature auront raison de cette promesse qui s'avère en réalité fondée sur un mensonge de certaines élites. Ainsi, l'espace sécuritaire et familier de la ville, moderne, subit un renversement total en devenant un territoire hostile à la stabilité brisée et source de danger à chaque pas. Ce qui est commun au survival horror, donc je vous ai mis les 3 exemples des jeux emblématiques qui ont vraiment mis en avant, on va dire, ce genre-là et posé les codes dans les années 90, et notamment des jeux qui ont permis d'inscrire donc les ressorts de ce genre-là, tient de mécaniques affirmant la vulnérabilité de l'avatar et la gestion de ressources. Cela se traduit directement par la régie d'un inventaire limité en place pour des items eux-mêmes limités au cours de l'aventure et dont la recherche sur ces terrains désolés est un ressort premier de la bonne continuité du jeu. Ces items peuvent être à la fois très accessoires, comme des éléments de tenue, mais aussi fondamentaux dans la réussite d'épreuves, comme des outils, par exemple, ou des objets permettant la sauvegarde de sa santé et d'autres constantes vitales à surveiller. En effet, la licence se distingue par la surveillance du joueur d'une barre de santé, qui est très classique aux jeux vidéo, à laquelle s'ajoute dans l'ordre des jeux la soif, la chaleur corporelle, le stress, et pour le 4e opus, l'ensemble de ces dernières, auxquelles s'ajoute le besoin d'aller aux toilettes. Là, je vous ai mis une interface du 4e jeu où on peut voir, alors, malheureusement c'est peut-être un peu petit, je suis navré, mais le bilan de ces constantes en ouvrant le menu en cours de partie. La mégarde du joueur sur le suivi de ces éléments entraîne une difficulté à avancer, une perte de contrôle des capacités déjà limitées de l'avatar. À cela s'ajoutent des points de repos que le joueur doit repérer sur son chemin afin de sauvegarder sa partie. Et dans le cas des 3 premiers jeux, de s'hydrater, de remettre à zéro la barre de stress ou de se réchauffer et de cuisiner, comme présenté à l'image pour le 2e jeu. Il est donc bien affaire de géographie et d'espace avant tout, puisque le joueur est amené à s'aventurer au sein d'un territoire qu'il ne connaît pas et dont la logique première a été complètement mise à mal. La licence s'écarte du survival horror avec l'absence de cartes, qui est généralement un sous-bassement primordial dans une aventure horrifique. Donc là, je vous ai mis l'exemple de 2 jeux qu'on a vus un peu plus haut. Le bon cheminement et surtout le plus serein d'un point A à un point B est ici laissé à une exploration guidée par les aléas d'une nature néfaste. La destruction n'est plus décor ou simple niveau ponctuel, mais l'expérience de jeu dans son ensemble. Les petits plans schématisés disponibles via le menu dans le 4e opus restent très limités afin de simplement marquer des personnages rencontrés, puisque le gameplay est plus porté sur des interactions sociales, comme nous le verrons par la suite. Seule la boussole, en bas de l'écran, peut donner une impression de contrôle et de sécurité sur le chemin emprunté, bien qu'il soit en fait accessoire à double titre. L'avatar ne s'y réfère jamais diégétiquement pour guider le joueur, et l'un des défis optionnels du jeu est de trouver une série de boussoles au design plus ou moins humoristique, ou plus ou moins drôle, comme vous le voyez ici, tout au long de l'aventure. L'information boussole est donc indicative et non véritablement effective.
par exemple dans le cadre de la consultation d'une solution de jeu, par exemple, où on pourrait dire au joueur, vous devez aller en gros vers le nord à ce moment-là, et c'est à lui après de trouver un point de passage, peut-être entre des échafaudages effondrés ou un autre élément de décor qui serait détruit, mais qui ne serait pas forcément extrêmement visible. L'identité et donc l'individualité de la licence s'inscrit dans un défi pour le joueur, pour sa survie, mais non pas face à des ennemis dont la nature et où le nombre inquiète ou terrifie, mais son propre espace quotidien. Un environnement connu dont les moindres éléments peuvent être la promesse d'une mort certaine. À cette première définition qui pourrait parfaitement correspondre au domaine de l'horreur, encore une fois, doit s'ajouter une couche supplémentaire qui concerne le caractère total de cette menace et surtout son aspect possible et même probable au sein de notre réalité. Ce qui peut paraître moins le cas pour une invasion zombie, par exemple, ou un monstre géant qui s'arracherait de terre. Il s'agit véritablement de s'enfuir d'un espace qui semble délimité dans l'esprit commun, disons en temps normal, mais dont la désagrégation ne promet pas un point de repli et de sécurité qui soit sûr et identifiable. Notons que ce sentiment d'ailleurs peut être amplifié pour le premier jeu, puisque la ville concernée se situe sur une île artificielle au large de l'océan Pacifique, accentuant l'idée d'isolement dans le drame qui se produit. Ensuite, je vais évoquer donc l'évolution un petit peu du gameplay qui amène à une approche différente de l'événement lui-même du risque naturel. Donc d'abord de la survie au Caire, donc montrer un paradigme de jouabilité qui est poreux. La dynamique proche des caractéristiques du jeu d'aventure et du survival horror ne s'efface pas complètement au fil des opus de la série. Il se présente juste peu à peu comme moins déterminant de l'expérience de jeu. Ce changement est permis et motivé par des possibilités techniques plus grandes, notamment lors d'un changement de plateforme, comme la PlayStation Portable pour le troisième jeu, puis la PlayStation 4 pour le dernier. Le glissement dans le gameplay adopté et surtout à partir du troisième jeu avec des traits du visual novel. Donc, je vous ai mis une définition très succincte du genre du visual novel si vous ne connaissez pas, avec une part importante accordée à des choix dialogiques et à des situations de choix moraux sensibles. Au-delà de sa propre survie ou celle d'un partenaire non-joueur, donc ce qu'on appelle un PNJ, la licence propose dès le premier opus effectivement la rencontre d'autres survivants au cours de l'aventure dont le destin demeure scripté. Un certain nombre de missions nécessitent le soutien à un individu ou à un groupe, notamment dans des phases de sauvetage de personnes blessées ou plus vulnérables. Sur le modèle, d'ailleurs, de nombreux jeux d'aventure qui sont très loin de ce genre de scénario. Ce qui amène généralement des phases de gameplay qui vont réduire temporairement la mobilité ou la capacité d'action de l'avatar. Les choix dialogiques multiples, accordés à des choix de réaction face à certaines situations, deviennent plus effectifs à partir du deuxième épisode. Scandé donc en 6 parties comme nous l'avons vu, la résolution de certains scénarios appelle la triple persona du joueur en tant qu'être moral, en tant que joueur et en tant que personnage. Cette dynamique de jouabilité ne laisse pas toujours une empreinte marquante et durable sur le déroulement de la partie et sa narration, mais elle conditionne quoi qu'il arrive son expérience. Échapper à la catastrophe n'est plus une épreuve de survie uniquement personnelle au profit d'une expérimentation d'un phénomène en tant que groupe auprès duquel et sur lequel le joueur va pouvoir intervenir. Les conséquences directes et indirectes du risque naturel prennent une autre dynamique, du moins se complexifient. Il ne s'agit plus de se mettre uniquement à l'abri de potentiels soubresauts d'un choc régulier, mais de considérer de se prémunir du lot de problématiques qu'il soulève et disperse. Recherche de survivants, potentielle expérience du deuil, maintien de l'ordre et du calme, nécessité d'attendre des secours sur un temps long, etc. À ce titre, Summer Memories, donc le 4e opus de la licence, propose désormais une aventure donc plus longue, avec une altération progressive des environnements visités. Le jeu se concentre moins sur une catastrophe qui se voudrait comme un temps donné, précis, vif, plus du côté de la crise, au profit d'un traumatisme qui s'inscrit dans la durée. L'immédiateté de l'urgence laisse place à une atteinte plus durable et ainsi multiple sur ses victimes. L'entraide que le joueur développera avec les personnages devient véritablement un levier dans le développement du scénario et sa résolution. Le 4e opus revient au tremblement de terre exclusivement, mais accroît encore plus des dynamiques de choix moraux et d'interaction avec des personnages rencontrés au cours de l'aventure. Par un déplacement des sources d'inspiration et de paradigmes de création, l'aspect entre guillemets survival horror des débuts tend à se mêler avec des propositions d'interaction donc plus proches d'expression du care, en se focalisant sur le ressenti de la population face à tel événement, qui oscille entre solidarité et libre expression de desseins répréhensibles. Le joueur se voit octroyer des points de moralité ou d'immoralité face à certaines réactions qui ne vont pas affecter directement le scénario, mais permettent une personnalisation de la partie et surtout une rejouabilité très importante. Là, je vous ai mis un exemple effectivement de l'avatar qui a de l'eau qu'il pourrait offrir à un vieux monsieur et à son petit-fils, et on voit la possibilité de réponses qui sont extrêmement grandes et qui ne sont pas sur une binarité bien-mal ou j'hésite, mais effectivement qui permettent une diversité de réactions potentielles, et donc le joueur peut être amené à fatalement vouloir connaître la réponse, ce qui se passe après chacune de ces réponses.
Ce postulat est directement annoncé au début du jeu, avec la possibilité de jouer avec un casque de réalité virtuelle, donc pour une expérience qui serait plus immersive en quelque sorte, ou sinon de créer son avatar, qui restera effectivement japonais dans les traits, mais dont le nom, le physique et les raisons de sa présence dans cette ville seront dictés par le joueur. Et on a aussi surtout une apostrophe double adressée au joueur sur la réaction qu'il penserait avoir s'il vivait une telle catastrophe. D'abord comme une voix intérieure du personnage, mais aussi directement au joueur lui-même. Et cette même question est posée à nouveau au joueur à la fin, afin qu'il questionne sa partie et interroge son expérience face à des situations qui pourraient se produire dans sa propre réalité. Et je passe donc à la dernière partie qui là, va ouvrir sur l'expérience paratextuelle du jeu, qui peut être entre effectivement une dynamique de catharsis et ou de protestation. Le 11 mars 2011, le Japon est frappé par un séisme de magnitude 9 sur l'échelle de Richter au large de la région du Sendai, suivi par un tsunami qui causa l'incident de la centrale de Fukushima Daiichi. Le studio IREM décide dans la foulée de repousser puis d'annuler la sortie du 4e opus de la série prévue à l'époque pour la PlayStation 3. Selon certaines sources, l'éditeur du 4e opus aurait trouvé déplacé de sortir le jeu, donc prévu initialement pour le 10 mars et d'abord repoussé pour des soucis techniques. Quelles que soient les raisons de cette décision, il est possible de souligner un climat particulier qui a amené d'autres studios à repousser la sortie de leur jeu au Japon, comme Yakuza of the End, qui était prévu le 17 mars à l'origine, qui prenait place dans un quartier imaginaire de Tokyo détruit suite à une attaque zombie. Ou encore MotorStorm Apocalypse, prévu à la même date, qui se déroulait dans une cité dévastée par une série de catastrophes naturelles. Ce dernier, édité par Sony, a connu une campagne publicitaire ralentie et réduite en Occident, où le jeu était déjà disponible, et il fut annoncé que les points de vente ne seraient pas réapprovisionnés tout de suite. Summer Memories fut même en définitive donc annulé, bien que plusieurs interviews des créateurs aient mis en lumière d'autres problèmes en interne. Et c'est pour cette raison que le jeu est finalement développé par un autre studio, Grandzilla, créé en 2011 aussi par d'anciennes équipes de IREM. Sans vouloir trop tirer à moi certains propos et essentialiser une façon d'être, on va dire à l'échelle déjà d'un peuple et d'une histoire culturelle, il est possible de soupçonner une certaine prudence malgré tout avec l'actualité et certains traumatismes. Plusieurs articles au sujet du jeu à cette époque évoquaient malgré tout des précommandes très importantes et donc une potentielle déception de nombreux joueurs à l'annonce de son annulation. Dès lors se dessine une certaine tension dans ce climat-là entre une certaine fébrilité liée à un sentiment éthique global et politique et aussi un désir personnel de se confronter à un événement désastreux qui est probable ou qu'on a peut-être déjà vécu et essayer de vouloir dépasser les traumatismes qu'il porte par une expérience fictionnelle. De nombreux films animés ou mangas ont traité de catastrophes similaires, de leurs répercussions sur les populations avec un discours parfois fort sur leur gestion et leurs conséquences. À ce titre, je citerai l'anime Zankyo no Terror, réalisé par Shinichiro Watanabe en 2014, dont la réception critique oscillait justement entre acclamation et réserve lorsque son synopsis abordait justement le sujet du nucléaire très directement. Au-delà d'une pudeur potentielle dans l'illustration et la prolongation d'un malheur, c'est peut-être plutôt l'évocation ou l'impulsion donnée à un discours critique qui voudrait être éteinte. En effet, dans ce genre de production culturelle, et notamment dans la licence que nous abordons aujourd'hui, ce sont toujours dans des mégalopoles nourrissant une promesse de sécurité que le drame se produit. La licence s'inscrit durablement dans une critique de l'administration et des sociétés privées qui agissent ou s'engagent sur des problématiques sensibles. Là, je vous ai mis l'exemple des deux grands ennemis effectivement du premier jeu, avec le maire en gros de la ville et l'entrepreneur qui est derrière tout ça, qui est, on va dire, le vrai maire entre guillemets de la ville, puisqu'il contrôle tout d'un point de vue financier, qui avait en fait prévu la catastrophe et possiblement désiré cette catastrophe potentielle. Et on voit bien que dans le premier jeu, ils sont extrêmement incarnés, c'est vraiment les grands méchants de l'histoire, donc sur un modèle peut-être de film plus américain ou de fiction plus classique, et peu à peu au fil des jeux, on va moins être sur des personnages incarnés de méchants qui ont déclenché ce qui s'est passé, mais plus sur l'imaginaire d'un système global en fait, qui est néfaste pour la population et qui possiblement les laisse à leur sort s'il se passe quelque chose de désastreux de ce type-là. Les informations qui parviennent aux joueurs aboutissent à la révélation d'un prochain urbain qui est motivé par la corruption et conservé dans la désinformation, et ce, même au cours de la catastrophe. Ainsi, celle-ci est causée par une mauvaise gestion humaine, si ce n'est prévu, mais surtout aggravée par l'action humaine. Et cela toujours pour des intérêts cupides. Bien évidemment, dans un contexte social en proie à ces réflexions et ces critiques, le discours et la réception de pareils objets et leurs discours peuvent trouver une forte résonance. La condamnation et l'engagement s'emparent donc du texte et de l'image pour accompagner ou élever des voix qui ne seraient pas parfaitement entendues au quotidien. L'inspiration première de la licence n'est pas anodine.
Le producteur Kazuma Kujo cite le film japonais Nihon Shibotsu, réalisé en 1973 par Shiro Moritani et adapté du roman à succès La submersion du Japon de Sakio Komatsu, d'après une interview accordée au site GameZone. Le roman décrit une disparition progressive de l'archipel nippon sous les eaux, œuvrant pour une réflexion critique sur les dérives d'un modèle social guidé uniquement par l'idéologie du progrès, au mépris de toute autre valeur. Il fut d'ailleurs à nouveau le sujet d'une adaptation en animé l'année dernière, que l'on peut trouver aussi sous le titre Japan 6 2020. Les espaces urbains frappés par la nature sont des structures élevées sans réelle considération de la sécurité de leurs habitants et encore moins de précautions environnementales. Il s'agit bien d'un hubris manifesté dans de grands projets technologiques mis à mal par le moindre aléa naturel et dont le contrôle de l'information tend à se craqueler au fil du temps. L'expérience du joueur est certes de comprendre les desseins de personnalités néfastes ou d'un système global défaillant, mais aussi de questionner son propre rapport à l'information et au discours public que l'on pourrait lui offrir sur des problématiques similaires dans son propre quotidien. Notamment à travers donc, des interfaces comme celle que je vous présente là, qui sont plus directement adressées aux joueurs, mais aussi par le suivi de l'actualité intradiégétique, qui passe majoritairement par des messages radio ou télévisuels. Là, effectivement, on a le premier message radio au tout début du premier jeu. On échappe à sa voiture concrètement qui va tomber d'un pont effondré et on a un bulletin rapide sur la catastrophe et on évoque des secours à un point précis prochainement. Et on se retrouve en fait dans une situation sans transition. Notre prochain reportage, jeux vidéo et violence, de but en blanc. Donc j'ose croire que ce n'est pas un choix anodin et une remarque un peu cynique qui permet de mettre en avant que les œuvres et les produits culturels sont vecteurs de discours, et en particulier le jeu vidéo, qui peuvent être éloquents et pertinents sur certains sujets, et qui peuvent s'opposer à d'autres médias qui seraient plus globalement considérés et suivis, parce que établis depuis plus longtemps, ou parce qu'ils se présentent comme plus nobles ou plus vrais. Leur discours, entre guillemets, dissonant, d'une certaine manière, présente et affirme des médias qui se veulent critiques et plus en face, peut-être avec les questionnements, les doutes, les revendications et les besoins de leur public, et tout particulièrement sur des sujets aussi graves et aussi traumatiques, surtout à l'échelle de toute une population. On voit bien que les équipes d'IREM ont conscience de la nature particulière du média qu'ils développent, à la fois œuvre et produit, il est vecteur d'un discours fort. Je conclurai en disant que la licence Zetai Zetsumei Toshi, quelles que soient ses inspirations liées au contexte de consommation culturelle à la sortie de chaque jeu, se présente en soi comme une réponse à un traumatisme et ou une colère face aux conséquences du risque naturel. Quelles que soient ses mécaniques, le discours s'enrichit et gagne en éloquence en tâchant de conserver ses valeurs premières. Si sa réception critique n'a pas pu à ce jour porter une impulsion notable dans la production et l'appropriation d'un réel genre vidéoludique, que l'on pourrait appeler donc disaster game, par exemple, la licence s'inscrit néanmoins et surtout sert avec habileté et justesse une dynamique de contestation, de critique et de réflexion face à des relais d'information plus dominants qui pourraient tendre vers l'uniformisation du discours, notamment politique. Ainsi, au-delà de l'écriture de l'histoire du goût ou l'histoire des genres dans la production vidéoludique, Zetai Zetsumei Toshi apporte plus fondamentalement une pierre non négligeable à l'édifice de l'histoire culturelle en défendant les outils vidéoludiques comme de parfaits transmetteurs de réflexion critique sur notre société. Je vous remercie. Ok, merci pour votre présentation assez riche. Je ne sais pas s'il y a des questions dans... Je regarde ici dans le chat. Alors, je vais vous poser une question ici qui vient de Marie-Noël. Donc, pourrait-il y avoir des pressions politiques pour reporter la sortie des jeux après la catastrophe? Est-ce une hypothèse? Alors, du côté occidental, je ne pense pas, je n'ai pas d'exemple en tête. Après, c'est toujours possible qu'il y ait forcément des pressions potentielles. Pour le Japon, je ne veux pas trop m'avancer vu que je m'intéresse à cette culture-là, mais je ne la connais pas et je n'ai pas d'exemple vraiment précis. Je n'ai pas entre guillemets, de sources sûres qui pourraient dire cela, même par des articles journalistiques. C'est possible que ce soit plus une espèce pas de statu quo, mais comme je disais, je voulais vraiment parler de climat et d'atmosphère particulier où c'est une conscience qui est peut-être présente, de faire attention à certaines choses, ou même d'une construction plutôt, peut-être des studios de création en jeux vidéo, même pour d'autres choses, plus qu'une pression politique forcément du haut de la pyramide. Je n'irai pas jusque-là. Je pense que c'est plutôt une marche en dessous sur effectivement les éditeurs, les producteurs qui peuvent décider ça autrement pour différentes raisons. Mais et c'est pas systématique, je pense non plus, quoi qu'il arrive. C'est là que je vous ai donné 2-3 exemples. Sans avoir forcément toujours les tenants, les aboutissants, et que les interviews, effectivement, pour cette licence-là
vont parler beaucoup de problèmes en interne. Ils ont créé un nouveau studio finalement, donc il devait y avoir des problèmes en interne, mais que peut-être il y a eu fatalement des décisions au sein du studio ou de la direction globale de la production où ils n'étaient pas forcément d'accord, et peut-être qu'effectivement les créateurs premiers voulaient quand même sortir le jeu parce qu'ils savaient très bien que beaucoup de joueurs en fait l'attendaient. Ça c'est possible, mais je ne trancherai pas forcément de manière aussi sûre. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle, non? Moi, je me demandais si vous comptiez peut-être, par exemple, poursuivre votre analyse à travers vraiment une étude de la réception de joueurs proprement dit, avec des panels, par exemple. Alors, ce serait une étude sociologique extrêmement intéressante qui en fait, serait quasiment nécessaire pour énormément de jeux, énormément d'études vidéoludiques, mais là qui serait plus compliqué. J'aimerais beaucoup, si effectivement je parlais parfaitement japonais, ce qui n'est pas du tout le cas, je pourrais possiblement essayer de lancer une enquête avec des questionnaires, avec des outils plus sociologiques, mais sachant qu'en plus, la licence est reconnue, mais reste un peu une licence de niche, donc possiblement il faut les trouver, mais ce qu'on trouverait possiblement, il y aurait peut-être un groupe un peu homogène, un peu sérieux. C'est possible, ce serait bien que ce soit fait. Ça se trouve, ça a été fait par des chercheurs japonais en culture studies, je ne peux pas vous le dire ça malheureusement, mais ce serait quelque chose d'important, notamment pour un sujet comme celui-ci, effectivement, en sous-bassement ou en continuité. Est-ce qu'on a encore le temps de poser une question? Oui? Toujours pas? Personne? Alors moi, je me demandais aussi du coup, parce que vous montrez un peu les items qu'on peut personnaliser, etc. Et je me demandais comment est-ce que vous faites, enfin déjà, est-ce que vous le faites, hein, comment est-ce qu'on peut analyser la façon dont les fonctionnalités, on va dire, tout ce qui est interactif, peut contribuer à orienter le sens et participer à la production de sens par le joueur? Vraiment la gestion d'items, l'idée de personnalisation de la les partie. tâches à accomplir, etc. Hein. J'ai pris les items parce que vous avez présenté, mais... C'est parce que c'est une mécanique de base très présente et qui est première ou qui accompagne tout le jeu, effectivement. Dans la production de son, l'aspect personnalisation de la partie sur vouloir faire un peu ce qu'on veut et peut-être vouloir trouver des habits, s'habiller un peu comme on le souhaite pour être plus, comment dire, pour pas forcément vouloir rester pour le 4e jeu par exemple en habit de salaryman toute la partie pour plus correspondre à, je sais pas, le fait que le personnage s'est sali ou donc il a voulu changer de vêtements ou des vêtements plus confortables, des choses comme ça. Ça c'est assez important parce que fatalement on sait que c'est de la ressource si on est bloqué pendant une semaine possiblement au milieu d'un Tokyo dévasté, on sait très bien que c'est une problématique qui est là. Après ça impacte avec le joueur qui peut effectivement n'a pas à gérer son hygiène corporelle par exemple. Donc ça impacte avec le joueur où il fait ce qu'il veut, s'il veut rendre sa partie la plus précise possible ou la plus personnelle possible. Pour les items vraiment à prendre, ça participe à du sens parce qu'effectivement certains sont complètement anodins et stupides entre guillemets, donc pareil, ça, au milieu des débris, on peut trouver n'importe quoi. Et en même temps, il faut vraiment, quoi qu'il arrive, rester extrêmement focus sur l'eau, sur la nourriture, sur pas n'importe quelle nourriture, sur le fait que ça puisse être des objets de troc ou d'interaction avec des personnages qui peuvent juste nous émouvoir parce qu'ils ont l'air plus fragiles que nous et donc vouloir qu'ils restent hydratés et nourris, par exemple, et que possiblement ça va déclencher d'autres choses par la suite parce qu'ils seront encore en vie ou parce qu'on aura de bons rapports avec eux ou de mauvais rapports avec eux. Donc ça, à ce niveau-là, sur l'idée d'entraide et encore une fois, d'interaction de groupe et voir que concrètement, le phénomène en lui-même est quoi qu'il arrive, un phénomène de groupe et pas un phénomène uniquement personnel et donc de personnage qui vivrait seul son aventure, c'est dans ce sens-là qu'elle fait du sens, je pense. Merci. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Je propose qu'on passe au suivant. OK. Merci beaucoup pour votre intervention. Je t'en prie. Alors maintenant, on va écouter du coup Flora Mekwi, qui est docteur en sciences de l'information et de la communication associée au laboratoire communication et société, et qui est actuellement ATR à l'IUT Normandie Grand Ouest. Dans sa communication, elle s'intitule Covid-19, perception populaire du risque et attitude envers les autorités gouvernementales en contexte de pandémie. Alors, le cas de la population gabonaise au Gabon et des ressortissants gabonais en France. Donc, elle va donc nous parler des résultats d'une enquête qualitative de ces deux populations qu'elle a menée afin de comparer leur perception, on va dire, du risque pandémique. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Ok. Si vous pouvez ouvrir votre PowerPoint et le mettre en projection pour nous le partager. Alors, oui. Je ne sais pas si ça passe, parce que moi je ne le vois pas.
Nous, on le voit, mais pas en mode de diffusion. On voit en mode... comment on peut appeler ça? On voit pas en mode diaporama. Je le vois pas non plus. Je sais pas du tout. Alt-Tab, on nous dit ici à la technique. Où se trouve votre fenêtre partagée? Je sais pas. Oui, hein, on voit les... Faites ce qu'il faut que vous fassiez. Vous devez d'abord vraiment mettre en mode projection et puis après faire Alt-Tab et puis cliquer sur Partager sur Teams. En projection sur votre ordinateur, faites Alt-Tab, vous allez sur Teams et vous cliquez au-dessus sur Partager du contenu. Vous m'avez dit Alt-A. Alt-Tab. Alt-Tab. Alt-Tab, c'est... comment je peux dire? Voilà, en maintenant Alt appuyé, vous appuyez sur Tab, donc c'est au-dessus à gauche sur votre clavier. C'est deux flèches, je pense. Hein. Non? Non, ça ne marche pas. Non? Non, ça ne marche pas. Ah, je connais pas. Ah, attends, je pense que ça... Attendez. Attends, je pense que Madame a trouvé. Ensuite, je vais faire sur Teams. Voilà. Ah, voilà, ça a l'air de se charger. Vous l'avez? Charge. Non, le problème. Est-ce que c'est chargé chez vous? Non, je vois rien du tout. Ah, ça, chez nous, c'est pareil, on voit un écran bleu. Vous allez le chercher, moi? Je peux essayer, moi. C'est pas grave, je passerai. Allez le chercher où? Sur, mais moi, je vais sur ordinateur, mais par contre, j'ai pas de truc allumé. Ouais. Sinon, je peux le faire, c'est plus simple pour... Ouais, parce que je ne connais pas, du coup, je vais te laisser. Non, mais je prends sur mon ordi, je vais télécharger le fichier. Je vais le chercher. Ah, ben... Donc, on va le charger ici. C'est parti. Tu le vois, là? Ouais, on va le voir, attends. Ça charge. Vous le Oui, là, voyez? on le voit. Ok, bon, on va faire comme ça, alors. Et c'est toi qui vas changer? C'est moi qui change. Ok, donc quand vous voulez changer de diapositive, vous nous le dites et on la fera défiler. Ah, c'est reparti. Comment ça se fait? Ah, bah, Bah tiens, c'est reparti. Je sais pas pourquoi. Je recommence, je recharge. Ouais. C'est bon, ça marche. Je recommence. Bon, allez. Hop. Ah, c'est pas celui-là. Pas celui-là? Non. Et là, c'est bon? Deux petites minutes, on va y arriver. Non, vous en faites pas, on va voilà, vous avez qu'à nous dire quand vous voulez passer les dias, vous pouvez du coup quand vous voulez commencer. Donc tu me dis, si quand je veux que je change, me le dis. Ok, j'avais fait quelques petites modifications, mais c'est pas grave. Alors, c'est pas le dernier. Merci. Voilà, désolé. C'est pas grave, merci à vous. Donc, je vous remercie déjà de me permettre de présenter mon étude donc, sur la COVID-19 et notamment sur les perceptions populaires du risque et l'attitude envers les autorités gouvernementales en contexte pandémie, le cas de la population gabonaise au Gabon et des ressortissants gabonais en France. Donc, je commencerai d'abord par vous présenter le contexte et la problématique de cette étude. Ensuite, j'exposerai la méthodologie et je terminerai par les principaux résultats et la conclusion que j'en ai faite. Alors, la pandémie de la COVID-19 qui sévit actuellement dans le monde et surtout en Europe s'est imposée comme l'un des feuilletons majeurs de l'actualité depuis 2019. Diverses mesures ont été prises à travers le monde dans le but, dans un premier temps, de limiter la propagation de cette pandémie et dans un second temps, de pouvoir l'éradiquer par l'apport de connaissances visant à augmenter la conscience du risque. Même si ces mesures, c'est-à-dire les gestes barrières, la distanciation sociale, le couvre-feu, le confinement, les restrictions des déplacements ont été adoptées à l'échelle planétaire, elles ont placé la population mondiale dans une certaine situation problématique
au regard de ses habitudes et de ses comportements socio-culturels. Sachant que le taux de contamination et le nombre d'essais varient d'un continent à l'autre, en l'occurrence entre le continent européen qui semble le plus affecté et le continent africain. Pourquoi? Nous avons souhaité savoir dans une approche comparative sur une même population vivant dans un pays européen, la France, et un pays africain, le Gabon, en Afrique centrale, dont le passé colonial, de nombreux accords bilatéraux et les échanges scientifiques ne sont plus à démontrer. Quels sont les facteurs, donc la diapo d'après, les facteurs communicationnels, personnels et sociaux pouvant influencer d'une part les perceptions populaires et la prise de conscience du risque épidémique, tant pour le virus que pour son vaccin, et d'autre part sur l'attitude de la population gabonaise et des ressortissants gabonais en France envers la gestion de cette crise aux impacts sanitaires, économiques, culturels et psychologiques par les autorités gouvernementales de leur lieu de résidence respectifs. Donc ça, c'était juste là, je pense, la 3e diapo. Voilà, 4e diapo. La diapo suivante. En ce qui concerne la méthodologie, nous avons opté pour une étude qualitative par entretien semi-directif parce que c'est un mode de recueil de données qui permet une fluidité et une plus grande liberté d'expression des personnes interrogées par rapport à des sujets qui les concernent. Nous avons interrogé à ce jour 39 personnes composées de 18 hommes, donc âgés de 25 à 49 ans. Donc le niveau va du collège au doctorat, y compris il y a bien entendu des salariés, des personnes en recherche d'emploi et des étudiants. Et 21 femmes âgées de 20 à 46 ans. Donc également le niveau d'études, il varie de la licence au doctorat. Nous avons des salariés, des personnes en recherche d'emploi et des étudiants. Les principaux résultats que nous avons obtenus peuvent être répartis en 4 principaux axes. En fait, cette diapo-là, je l'ai retirée. Donc, si vous pouvez passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, le premier résultat observé concerne la prise de conscience et la gravité perçue de la COVID-19. Donc, nous pouvons classer les résultats obtenus pour ce premier axe en 3 principales catégories. Dans la première catégorie, on retrouve des personnes qui croient en l'existence du virus et qui perçoivent sa gravité. Cependant, en fait, les facteurs qui déterminent leurs croyances sont différents. Il y a d'un côté les informations transmises par les médias qui fonctionnent de manière indirecte, je précise bien, comme une stratégie d'appel à la peur, comme on a pu, il y a des études qui ont pu le démontrer dans l'élaboration des messages de prévention routière, que lorsque le message est axé sur l'appel à la peur, les messages axés sur l'appel à la peur sont mieux adaptés pour attirer l'attention du public visé et l'amener à adopter le comportement escompté par rapport à des messages basés sur en fait des messages logiques ou raisonnés. Donc c'est ce que nous pouvons lire dans les propos d'une des personnes que nous avons interrogées qui dit, je cite, oui, ça existe vu qu'on voit le nombre de morts qu'il y a aux États-Unis ou bien au Brésil ou en Afrique du Sud, ça existe. Fin de citation. De l'autre, donc, en fait, on voit que lorsque la personne est apeurée par ce qu'elle voit, ça emmène la personne à prendre conscience du risque et donc à adopter les comportements qui lui permettent de se protéger contre le virus. De l'autre côté, nous avons l'expérience personnelle des participants concernés qui a également fortement contribué à la prise de conscience de la gravité du virus. Donc cette prise de conscience du virus, les facteurs liés à la prise de conscience sont relatifs à leur environnement social. Comme le mentionne Jérémy Ward, je cite, « Une croyance a davantage de chances de s'imposer si elle est transmise par une source crédible, fondée sur des éléments descriptifs, qui agissent comme des preuves », fin de citation. C'est ce que l'on peut lire dans les propos de l'une des personnes que nous avons interrogées qui dit, je cite, « Au début, je pensais que c'était beaucoup de blabla pour rien en fait.
je me suis dit que c'est une maladie, c'est la grippe, ça va passer et tout. Enfin, on parle trop de ça, tandis que c'est rien. Et ensuite, quand tu vois les gens autour de toi en mourir ou tomber malade, c'est là où tu te rends compte que c'est vraiment grave, quoi. Fin de citation. Donc, on voit que l'expérience personnelle des personnes, le fait qu'elles ont côtoyé des personnes qui ont été contaminées ou qui sont décédées de la COVID-19, les a amenés à prendre conscience, en fait, de l'existence de ce virus et de sa gravité. En ce qui concerne la seconde catégorie, donc la diapo d'après, nous observons une particularité auprès des Gabonais qui sont au Gabon, c'est-à-dire que les informations transmises par les médias nationaux, comparées à celles des médias internationaux, les poussent à relativiser la gravité perçue du virus sur le territoire gabonais, comme l'explique l'un des participants, je cite, « Je sais qu'elle existe, mais pas en fait comme les autorités sont en train de nous décrire en fait. » Voilà. Ici, on parle de milliers de personnes décédées, mais lorsqu'on regarde un peu les chiffres, on se rend compte que ce n'est pas la réalité. Fin de citation. En fait, c'est comme s'il y avait une sorte de décalage entre la gravité du virus, donc de la situation telle qu'elle est présentée par les autorités, et en fait les chiffres que les Gabonais voient, lorsqu'on présente l'état du Gabon en fait à travers des médias étrangers. Donc, ce qui les amène à relativiser en fait et à minimiser en fait la gravité perçue du virus sur le sol gabonais. La diapo suivante. Donc, dans la troisième catégorie sont classés ceux et celles qui adhèrent à la théorie du complot diffusée sur les réseaux sociaux, notamment le projet de Bill Gates, qui consisterait à réduire la population mondiale. Donc, ces personnes partent du principe en fait que le virus est quelque chose qui a été créé par l'humain et le vaccin a été aussi en même temps créé, ce qui explique pourquoi celui-ci a été aussi rapidement découvert. Donc, en quelque sorte, c'est quelque chose qui peut être maîtrisable dans la mesure où toutes les cartes sont entre les mains des personnes qui sont à l'origine de cela. Donc, comme on peut aussi le lire dans les propos de l'une des personnes que nous avons interrogées, je cite, « Après, je sais que ma mère croit beaucoup à la théorie du complot. Elle dit que c'est quelque chose qui a été créé, qui a été amené, qui est conservé, juste pour faire du tort à la population en fait. » Fin de citation. En ce qui concerne le sentiment de vulnérabilité, nous observons également nos participants sont répartis en deux catégories, donc ceux qui ne se sentent pas vulnérables parce que selon les informations qui ont été transmises par les médias, ils ne font pas partie des personnes dites fragiles, à savoir les personnes âgées, les personnes ayant des antécédents médicaux comme des diabétiques, des personnes séropositives. Donc, pour cette principale raison-là, ils ne se sentent pas vulnérables face au Covid-19. Et au niveau de l'expérience personnelle également, il y a des choses assez intéressantes parce que nous constatons que même les personnes qui ont eu des personnes dans leur entourage qui ont été contaminées ou qui en sont décédées, ces personnes-là ne se sentent pas vulnérables face au Covid-19 parce qu'elles se disent que si la personne a été contaminée ou si elle en est décédée, c'est parce qu'elle avait des antécédents médicaux qui ont fait en sorte qu'elle développe une forme grave de Covid et on arrive à en perdre la vie. Ensuite, on a encore d'autres personnes toujours dans cette même catégorie qui ne se sentent pas vulnérables parce qu'ils n'ont pas perdu de proches. Ce que j'avais rajouté également, c'est parce que ces personnes ont confiance en leur hygiène de vie. Donc, elles disent ne pas fréquenter des milieux pouvant les exposer au virus, tels que des bars ou des cafétérias, par exemple. Et en plus de ça, elles respectent les mesures barrières. Par conséquent, elles estiment ne pas être vulnérables face à la COVID-19. Donc, sur cette première partie, on pourrait voir une sorte de relation de cause à effet entre les informations transmises par les médias
et les opinions que les personnes développent en fait dans leur entourage. La diapo suivante. Dans cette catégorie, donc, on a des personnes qui se sentent vulnérables, toujours par rapport aux informations qui sont transmises par les médias. Et là, elles se disent vulnérables parce qu'au départ, les informations qui étaient transmises mentionnaient que seules les personnes âgées étaient plus vulnérables face au Covid-19, tandis que les jeunes l'étaient moins, alors qu'aujourd'hui, ils ont vu des cas de jeunes qui ont été contaminés, qui ont développé des formes graves et qui en sont décédés. Et donc, ils partent du principe que chaque individu devrait se sentir vulnérable face au virus dans la mesure où n'importe qui pourrait le contracter. Ensuite, en ce qui concerne l'expérience personnelle, il y en a qui se sentent vulnérables parce qu'ils ont perdu un proche, un membre de leur famille, un collègue, un ami. Et par rapport à ça, ils se disent que si l'ami ou le proche a été contaminé, on est décédé, eux aussi peuvent être contaminés et voire perdre leur vie. Donc, le risque face au vaccin plutôt et pas au virus, une erreur de ma part. Nous constatons que les informations que les participants ont reçues, que ce soit des informations qui émanent d'un savoir scientifique ou d'un savoir profane, ils ont développé en fait des croyances négatives, voire une certaine perception de la dangerosité du vaccin. Et comme le disent Bronner et Guérin, je cite, l'individu a tendance à surestimer des risques dont il a pris conscience. Il a pris connaissance, pardon, fin de citation. Donc, c'est le cas des personnes que nous avons interrogées, à savoir que sur les 39 personnes que nous avons interrogées jusqu'à présent, 38 ne se sont pas encore fait vacciner et ou ne comptent pas se faire vacciner. Il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi ils ne souhaitent pas se faire vacciner. La première, c'est qu'ils doutent de l'efficacité du vaccin dans la mesure où même si on est vacciné, on peut toujours contracter le virus. La deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas confiance au laboratoire, étant donné que le vaccin a été élaboré assez rapidement, donc il n'a pas respecté tous les protocoles et il a été rapidement fait en moins de 18 mois, qui est le délai minimum pour la réalisation d'un vaccin. La troisième chose, ce sont les théories du complot qui vont de pair avec les effets secondaires. Ça rejoint encore le projet de Bill Gates parce qu'il y a certains Gabonais, notamment ceux qui sont au Gabon, qui se disent que les Africains sont des cobayes et que dans ce vaccin, en fait, ils auront, on va dire, des effets secondaires ou des choses qu'on va leur injecter qui vont les rendre stériles ou leur future progéniture. Et enfin, on a deux autres des participants qui ne souhaitent pas se faire vacciner parce qu'ils ne comptent pas voyager. Donc, cette raison, elle est relative au passeport sanitaire dont on en parle actuellement. Et pour terminer, ceux qui ne se sentent pas du tout vulnérables ne voient pas l'intérêt de se faire vacciner. Donc, les Gabonais, donc les ressortissants gabonais en France et les Gabonais qui sont au Gabon sont dans une posture d'attente, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'observer les premières personnes qui ont décidé de se faire vacciner et ils vont observer pour voir si ces personnes ont des effets indésirables, si ces personnes ne meurent pas. Et peut-être qu'à ce moment-là, s'il n'y a pas de complications, ils seront amenés à se faire vacciner ou si jamais ça devient obligatoire pour voyager, pour aller travailler, là, ils seront contraints de le faire, mais pour l'instant, ils ne veulent pas le faire pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées. Diapo suivant. En ce qui concerne la perception de la gestion du risque par les autorités gabonaises, toutes les personnes que nous avons interrogées s'accordent sur le fait que la gestion de la pandémie par les autorités gabonaises a été catastrophique et démesurée. Pourquoi ?
Déjà parce que les mesures qui ont été adoptées en France, notamment socio-culturel du pays en question. Il y a des participants qui disent que la distanciation sociale est difficilement applicable sur le sol gabonais dans la mesure où les infrastructures routières et les transports... Excusez-moi, mais il faudrait tout doucement commencer à clôturer, enfin à conclure, puisqu'il reste 2 minutes. Oui, je suis presque à la fin. Il me reste 2 diapos, enfin 3, je crois. D'accord, où est-ce que j'en étais? Oui, donc sur les infrastructures routières, donc ça ne permet pas aux personnes de rentrer rapidement avant l'heure du couvre-feu. Et également, le couvre-feu a des impacts économiques sur les populations, dans la mesure où les prix des transports ont doublé, voire triplé. Il y a aussi un sentiment de déception et de méfiance parce que le gouvernement n'a pas tenu certaines de ses promesses, notamment la prise en charge des frais d'électricité, la distribution des kits alimentaires et des bons d'achat qui n'ont pas duré au-delà d'un mois, et les populations qui devaient en bénéficier finalement, enfin la majorité n'en a pas profité. La diapo d'après. En ce qui concerne la perception de la gestion du risque par les autorités françaises, on a des positions complètement différentes. Pour les ressortissants gabonais vivant en France, on a des avis mitigés. On a qui pensent que cette gestion a été plutôt correcte parce qu'il y a eu enfin des mesures d'accompagnement auprès des entreprises, le chômage partiel et le télétravail qui a eu des effets positifs pour certaines familles. En ce qui concerne les Gabonais de l'autre côté, on a des ressortissants gabonais qui vivent en France qui estiment que la gestion a été plutôt mauvaise. Il y en a qui parlent de politique du yo-yo, c'est-à-dire qu'on confine, on déconfine, et il y en a qui sont un peu, qui se disent qu'on va reconfiner dès septembre parce que l'année dernière, on a vécu la même chose. À l'approche de l'été, on a déconfiné, finalement à la rentrée, on a reconfiné. Les étudiants sont plus critiques parce qu'ils se sentent délaissés. Et voilà. Et en ce qui concerne les Gabonais, il y a plutôt une bonne gestion parce qu'il y a des mesures d'accompagnement. On reparle des aides au niveau des entreprises, du chômage partiel, des infrastructures, les transports en commun qui permettent aux personnes vivant en France de rentrer chez elles avant l'heure du couvre-feu. Donc pour conclure, on peut dire que les informations transmises par les médias ont eu un impact assez significatif sur la prise de conscience de la COVID-19 et de l'attitude envers les autorités gouvernementales. Par contre, en ce qui concerne le vaccin, je pense que l'entourage aura beaucoup plus on va dire, l'opinion de l'entourage a beaucoup plus de poids que les médias. La seule personne qui s'est fait vacciner au Gabon l'a fait sur les conseils d'un membre de sa famille qui appartient au corps médical. Et cette étude ne peut pas être généralisable. On n'a interrogé qu'une poignée de personnes. Par ailleurs, c'est un fait qui est encore d'actualité. Donc, la pandémie est encore en cours, ce qui veut dire qu'il y a des mesures qui peuvent être réajustées et donc les opinions peuvent changer. La dernière chose, donc, pour conclure, c'est qu'on pourrait également essayer d'analyser les supports de communication des autorités, par exemple, pour voir s'il y a et les comparer avec ce que disent les participants, ce qu'ils en pensent, ce qu'ils interprètent, voir s'il y a une véritable relation entre ce qui est réellement fait par les autorités françaises ou gabonaises et comment le perçoit le public visé. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non? Oui. Sébastien? Oui, bonjour Flora. Bonjour. Alors une question, tu as adopté une approche, en tout cas internationale ou comparative, sur la perception populaire du risque. Si tu devais, quel résultat en termes de comparaison
est-ce que le fait de comparer le Gabon et la France, est-ce qu'il y a un élément de comparaison qui ressort, une différence qui ressort particulièrement? Il n'y a pas tellement de différence. Différence, laquelle et quelles sont les explications pour toi? Enfin, est-ce qu'il y a des explications culturelles, civilisation, enfin... La première différence, c'est vraiment la croyance en la théorie du complot. Donc ça, c'est la première. Je constate en fait que ceux qui sont au Gabon croient beaucoup en la théorie du complot et il y en a qui quasiment estiment que le virus n'existe pas. Et les chiffres, en fait, au niveau du Gabon, les confortent dans cette idée lorsqu'ils font la comparaison avec ce qu'on voit dans les autres pays et les mesures qui sont appliquées au Gabon et qui considèrent que ce sont des mesures assez drastiques par rapport au peu de cas, entre guillemets, qu'il y a et à la taille de la population. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la perception de la gestion par les autorités françaises. Il n'y a pas d'avis négatif du côté des Gabonais qui sont au Gabon. En fait, c'est comme si tout ce qui est fait par l'étranger ou du moins par l'Occident est plutôt positif, est plutôt bien fait et bien pensé parce qu'ils ont les moyens, enfin c'est ce qui a été dit, ils ont les moyens de le faire, ils ont les capacités de le faire, alors que sur le territoire gabonais, on prend les autorités prennent des mesures sans évaluer si elles sont capables de réellement les appliquer en prenant en compte le contexte de leur pays et des moyens dont ils disposent. Donc, pour rebondir sur ta première réponse, donc, bon, la première différence serait sur l'évaluation, les rumeurs, ou en tout cas serait plus importante, ou la mauvaise perception serait plus importante au Gabon, et l'explication serait relativement, enfin, en partie conjoncturelle, c'est parce qu'il y avait moins de malades. Oui. Une période, voilà. Et donc peut-être qu'aujourd'hui, ça changerait. Oui, ça pourrait changer, oui. Je suis en train de taper une question, mais mon français écrit est moins vite que ma bouche. Quel type de personnes au Gabon étaient interrogées? Quel était le choix de ces personnes? Parce que je suppose que la société gabonaise est aussi variée à celle de Pérou, comme on avait dans la présentation précédente. Donc, est-ce qu'on attend des différences marquées dans des strates ou des groupes différents au Gabon ou une différence régionale? Alors ça, je ne me suis pas vraiment... enfin, j'ai pas analysé ces différences-là dans la mesure où, en fait, j'ai interrogé des personnes qui vivent à la capitale, donc qui sont sur Libreville ou les environs. Je n'ai pas interrogé des personnes vivantes en province et j'ai interrogé, comme en France, des salariés, donc des personnes qui ont des niveaux licence, des biologistes, des ingénieurs. Donc, je ne peux pas vous dire s'il y a une différence majeure en fonction des régions parce que je suis restée que sur la capitale enfin, on va dire aux besoins de l'enquête et dans la mesure où il fallait utiliser la connexion pour pouvoir discuter, pour effectuer les entretiens. Merci. Ok. Il n'y a pas tout. Non, du coup. Ok. Eh ben, du coup, je vous remercie pour votre intervention et pour ces échanges. Je vais laisser la place du coup à Sébastien Rouquette, Benjamin Van Wyk, De Vries et voilà. Pour conclure ces 2 journées intenses de colloque, hein, alors nous avons Benjamin et moi et puis Viviane. Tu peux nous rejoindre peut-être, Viviane, même ici. Nous avons plusieurs types d'annonces à faire. D'abord, remercier tous les participants, tous les animateurs également, et puis toutes les personnes qui sont très nombreuses. Hein, Ange-Marie qui a été un véritable ange gardien pour nous pendant 2 jours. Siam également pour la communication, Eke, enfin beaucoup de personnes nous ont aidés, et puis sur le plan scientifique également. Puis, et EK aussi. EKAM, exactement. Le soutien également
Olivier Roche également, qui a été présent, qui est beaucoup resté également, et puis enfin, le soutien des ICIT de manière générale. Donc beaucoup de remerciements, déjà. Et puis, 2 jours de colloque qui nous permettent, et puis on va essayer de se répartir la parole, d'abord de faire un bilan sur Intersoc depuis 3 ans. Nous sommes, globalement, et on vous dira pourquoi, satisfaits finalement, nous sommes arrivés là où nous voulions en arriver, ce que nous avions prévu au départ. Peut-être que on pourra laisser Benjamin expliquer pourquoi sur ce point-là. Ensuite, on a un projet, du coup, hein, de publication d'un ouvrage collectif à partir des manifestations scientifiques que nous avons mises en œuvre, donc celle-ci puis les précédentes. Là aussi, on pourra vous expliquer. Et comment nous fonctionnerons également. Je vous laisse la parole, à l'un ou à l'autre. C'était moi en premier. Ouais. C'était les origines d'Intersoc, n'est-ce pas? Pourquoi finalement on a plutôt réussi? Pourquoi? Pourquoi on a commencé? Je me souviens que dans 2018, le premier événement qu'on a eu de le CAP 2025, le Challenge 4 risque, c'était un séminaire à l'autre côté du parking, aux Maisons internationales. C'était les Clément Risk Seminars, comme j'ai nommé. Et je me souviens de rencontrer Viviane, que je connaissais déjà, et Sébastien, que je connaissais à peine, qui sont venus à partager quelques séminaires différents et variés sur le thème des risques naturels. Et c'est à la suite de ça que Viviane a vraiment battu ce projet Intersoc et a fait appel à Sébastien et moi de faire le contrepartie des disciplines différentes et variées. Et tout au départ, l'idée, c'était de se rapprocher à Clermont entre les disciplines, les laboratoires différents et de trouver des points communs, un langage commun ou des langages communs et de faire des activités, la recherche ensemble. Donc, on voit dans le dépliant les résultats. On n'a pas pu mettre tout ce qu'on a fait dans le colloque parce qu'on avait beaucoup d'intervenants extérieurs aussi qui étaient intéressés à nous joindre. Et c'est quelque chose qui est continu. Mais on voit qu'on a des thèses, des projets de recherche, des stages, des publications multidisciplinaires qui sont l'issue de l'Intersoc. Et on voit que l'Intersoc n'est pas fini. Donc, ça, c'est le colloque de clôture, en effet, mais on est déjà en train de parler de nouvelles activités. J'ai mis 2 dans le chat. Il y a actuellement une résidence à l'île de Volcano qui est en partie une naissance d'Intersoc. Et donc, l'UCA apparaît dans les journaux italiens aujourd'hui à cause de ça. Et cette colloque n'est pas encore terminée parce qu'on avait trop de monde et on a voulu mettre 2 présentations de notre projet UNESCO Géopatrimoine pour la résilience ensemble avec le colloque, mais on avait trop de monde, donc ils sont mis demain à 9 h. Donc, si vous voudrez continuer, on se voit à 9 h avec café et croissant pour écouter Andrea qui va parler de la stabilité des pyramides égyptiennes et Julie qui va parler de la géomorphologie à l'issue de l'histoire de l'art de Vésuve. Donc, ça veut dire que l'Intersoc a pleinement rempli ses objectifs. On n'a pas tout compris
lors du processus, et c'est un découvert en effet dans les derniers jours, jusqu'à quel niveau on a réussi de se mélanger et de bâtir à une compréhension globale. Voilà. Et dernièrement, je voudrais juste remercier Viviane et Sébastien parce que la co-construction de cette colloque était largement basée sur les ombres de ces deux personnes et moi un peu moins. Donc, merci à vous. La co-construction a bien marché, au moins pour moi, cette fois-ci. Merci. Et merci à Benjamin parce que je pense que sans Benjamin, Intersoc n'aurait pas existé quand même. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et à toutes. Donc, continuera, comme on dit en espagnol, à suivre et nous vous donnerons des nouvelles à propos de la publication. Voilà, alors publication qui se fera donc sur une sélection à partir du fonctionnement habituel. Vous connaissez, vous savez comment ça fonctionne, hein, expertise, un double aveugle. De faire une publication qui soit conforme à Intersoc, c'est-à-dire pluridisciplinaire à vocation interdisciplinaire, qui soit cohérente et qui corresponde aux problématiques qui ont couru tout au long des 3 journées d'études précédentes et de ce colloque-là. Voilà. À voir. Non. Pour l'instant, nous sommes en discussion pour savoir où sera et comment sera publié donc le volume, mais pour l'instant, c'est quelque chose en construction. Mais nous vous donnerons des nouvelles très très vite. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci aux participants et à leur patience. Et puis également pour l'excellent niveau de leur conférence. Comme je n'ai pas donné de conférence, j'ai pu m'en rendre compte peut-être plus facilement. Et à très bientôt donc.